Donc, bienvenue parmi nous pour cette magnifique conférence qui va être animée par la belle Marie-Pierre Mouneir, qui va nous parler justement du passage rituel par l'initiation par le feu. Donc, moi, je suis très curieuse de voir ce que Marie-Pierre a vécu. Et puis, en plus, comme je disais, ben, c'est vraiment, vraiment étrange la synchronicité de la vie parce que Marie-Pierre n'a pas eu beaucoup de publicité parce que c'est vrai qu'on a remplacé, on va dire, une semaine avant, parce que la personne qui devait faire la conférence a eu un souci et ne pouvait pas être là ce soir. Donc je remercie Marie-Pierre d'avoir pris cette place ce soir. Et comme par hasard, tu parles du feu ce soir et vendredi, je vais animer l'atelier sur la fusion avec les 4 éléments sacrés. Donc il doit y avoir quelque chose avec les éléments dans l'air, je sais pas, on en saura sûrement plus dans la soirée. Je vais vous demander s'il vous plaît de fermer les yeux, de bien vous centrer et de mettre les mains sur votre cœur ou sur votre chakra du cœur et les pieds bien connectés au sol. Vous connectez bien vos pieds avec la puissance énergie de terre-mère. Et vous allez tout simplement respirer et sur le rythme de votre respiration, vous allez sentir l'énergie de terre-mère qui se connecte à vos racines. Cette énergie qui va remonter à travers vos racines, à travers vos pieds, vos jambes, pour venir nourrir tout votre être. Puis nous allons descendre un petit peu. Et vous allez descendre votre conscience dans le cœur de Terre-Mère. Et plus vous descendez, plus vous sentez la chaleur. Vous sentez cette chaleur dans vos pieds. Vous sentez cette chaleur qui remonte même dans votre premier chakra. Et là, nous allons appeler l'esprit du feu. Et vous allez visualiser le feu du cœur de la terre. Ce feu qui brûle pour transmuter tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qu'on a expérimenté, qu'on a assimilé et qu'il est temps de libérer. Vous allez inspirer et vous allez souffler dans le feu de terre-mère à travers vos pieds tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Maintenant, vous inspirez à nouveau et à nouveau vous allez souffler tout ce que vous ne voulez plus. Et vous voyez, ressentez que le feu de terre-mère transmute tout ce qui vous polluait jusqu'à présent. Tous les conditionnements, les croyances, les illusions. À nouveau, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez. Gardez les yeux fermés. Vous respirez. Vous remontez votre conscience au niveau de votre cœur. Et maintenant que vous êtes libéré de tout ce que vous deviez transmuter, vous allez appeler votre présence divine. Je demande à ce que la présence divine de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et plus tard descende maintenant, fusionne avec leur corps, leur âme et leur esprit.
Vous gardez les yeux fermés. Vous respirez calmement. Vous êtes à présent aligné, relié à l'esprit du feu, prêt à accueillir les messages transmis par Marie-Pierre Mouneir. Merci. Marie-Pierre, c'est à toi. Activer mon son, pardon. Alors, bonjour à tous, toutes, non, on n'est que des femmes. Et merci de votre présence ce soir. Donc, je sais que 20h, c'est peut-être pas l'heure idéale, mais c'est pas grave. Alors, avant tout, je vous précise quand même que je suis un peu fébrile. Donc, si j'ai des quintes de toux ou des petites choses, il ne faudra pas m'en vouloir. Ça date de ce matin. Voilà. Vous pouvez aussi intervenir au fur et à mesure si vous avez des questions. Ce soir, je vais vous partager des choses un peu intimes que j'ai écrites dans mon premier livre, mais que je souhaite vous partager. Peut-être que les informations vont vous permettre d'avoir des résonances, c'est souvent ce qui se passe, avec votre propre histoire. Voilà, ce que je vais vous partager, ce n'est pas forcément pour vous raconter ma vie, c'est simplement parce que ça permet d'identifier ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres croyances et tout ce qui nous freine pour avancer sur notre chemin de vie. Donc, tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout est OK? A priori, oui. OK. Donc, bon, si vous ne connaissiez pas mon âge, vous allez le connaître. Je suis née en 61. Donc, à cette époque-là, une histoire tout à fait banale que j'ai appris à plus de 50 ans. Une infirmière, ma mère, est amoureuse d'un chef de service à l'hôpital de Bordeaux. C'est mon père. Sauf que le monsieur est marié, il a 2 enfants. Et bien entendu, cette relation extra-conjugale passe au second plan. Alors, j'ai appris après que ma grand-mère n'y était pas étrangère, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Conclusion, il ne m'a jamais reconnue et j'ai vécu toute ma vie avec un point d'interrogation. Donc, j'aime beaucoup les arbres, hein, comme vous le voyez sur les photos de mes livres, il y a toujours des arbres. Pourquoi? Parce que l'être humain, pour moi, ressemble à un arbre, c'est-à-dire qu'on a des racines bien profondes, on a un tronc qui peut nous permettre de rester debout, pour aller dans les branches qui représentent effectivement notre connexion au ciel, à l'univers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, je suppose? Sauf que quand on a des racines et qu'il en manque la moitié, on est un peu bancal. Donc, et le fait d'être bancal et d'aller chercher des informations dans ma famille où les non-dits règnent en maître, il ne faut surtout pas parler, il ne faut surtout pas dévoiler l'histoire de ma naissance, qui à la finale est banale, mais moi, on m'a toujours fait croire que c'était très compliqué. Et quand on ne vous dit pas les choses, vous n'allez pas me contredire, vous allez vous imaginer tout et n'importe quoi. Donc, quand j'étais à l'école, bien entendu, quand on remplit les petites feuilles là en début d'année, profession du père, profession de la mère, et là ça coince. Donc tous les ans, j'inventais une profession de mon père. Ma mère, je savais qu'elle était infirmière, même si je n'ai jamais vécu avec elle, puisque elle a suivi son amoureux à Boulogne-Billancourt et elle m'a joyeusement, après avoir accouché à Lourdes, et oui, je suis née à Lourdes, ça ne s'invente pas, et après avoir accouché à Lourdes, elle m'a confiée à ses parents. Mon grand-père était gendarme, et comment vous dire qu'à peine arrivé, c'est-à-dire que j'avais 15 jours, me voilà arrivée dans la caserne de gendarmerie, et là, en 61, croyez-moi que ça a fait un gros boom. L'administration n'a pas du tout aimé ça. Un enfant illégitime dans leurs locaux, ça ne va pas du tout. Donc, mon grand-père a gentiment été poussé vers la sortie. Et ma grand-mère, qui est excusez-moi d'expression, mais un cul béni, s'est occupée de moi un peu par obligation. Mais malgré tout, il fallait surtout pas, que les voisins ou qui que ce soit sachent qu'il y avait un enfant illégal dans la maison. Donc, ils ont quitté la gendarmerie, ils se sont installés dans un autre quartier de Bayonne où ils n'étaient pas connus. Et j'ai vécu pendant 3 ans enfermée dans une chambre où je voyais quasiment personne. Donc, comment vous dire que c'est difficile de se construire quand c'est comme ça? Aujourd'hui, je suis quand même là devant vous. Donc, il y a eu un petit chemin qui a été fait.
Et c'est ce chemin-là que j'ai envie de vous partager. Et la marche sur le feu, bien entendu, on en fait partie puisque c'est un détonateur. Je sais pas, il y a un bruit de micro, mais c'est pas le mien. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc, par rapport à ça, donc ma mère part travailler à Boulogne-Billancourt, mon père est muté là-bas, de Bordeaux, ils partent tous les deux là-bas, et moi, on me laisse gentiment à Bayonne avec une grand-mère hyper stricte qui voulait m'élever et me dresser, parce que c'est ces termes, comme elle avait été élevée au début du siècle, elle a été née en 1912, donc voilà, ça avait juste un petit peu évolué depuis, un tout petit peu. Et donc voilà. Mais maintenant, j'ai fait la paix avec tout ça, je vous rassure. Hein. Ça a pesé pendant très, 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 très longtemps. Ça m'a vraiment pesé. Je n'osais pas m'exprimer, je me cachais dans un trou de souris. À l'école, je voulais pas participer aux conversations. De toute façon, étant enfermée jusqu'à l'âge de 3 ans, j'avais rien à raconter. Quand j'ai été scolarisée après, ma grand-mère apparemment était épuisée d'avoir un enfant en bas âge. Donc, mes parents m'ont placée dans une famille d'accueil à côté de Bordeaux pendant 7 ans. Et dans cette famille d'accueil, j'ai vécu d'autres petits traumatismes, en plus de l'abandon, du rejet, et puis un petit peu d'injustice, d'humiliation aussi. Hein. L'humiliation a mis pas mal de choses. Et du coup, dans cette famille, il y avait le fils de la famille qui avait quelques années de plus que moi, qui s'appelait Jean-Claude, et qui prenait un malin plaisir à casser tout ce que je pouvais avoir, et sachant que j'avais déjà pas grand-chose. Mais il était hyper méchant, et voilà, il faisait des coups bas, et bien sûr, c'est moi qui prenais. Donc, il en avait simplement marre que sa mère accueille des enfants à problème. Et du coup, ils l'ont joué. Et tous les enfants qui passaient par là, on avait quand même 21 ou 22, je ne sais plus, avec moi. Et c'était très, très compliqué. Conclusion, j'ai fait de l'enurésie jusqu'à l'âge de 10 ans. Forcément, c'était lié au manque affectif, évidemment. Ma mère venait très peu me voir. Et j'avais de la famille à Versailles. Enfin, j'ai toujours, hein. De la famille à Versailles, en plus de la famille très connue, puisqu'ils ont une clinique d'accouchement sur une des plus grandes avenues du château, donc l'avenue de Saint-Cloud, donc pour ceux qui connaissent Versailles. Et donc, un enfant illégitime, c'est pareil, ça ne va pas non plus dans cette famille-là. Donc, c'était toujours des points d'interrogation, c'était toujours du rejet, c'était toujours plein de choses comme ça. Et dans cette famille, j'ai vécu aussi quelques petits traumatismes. Donc, il y avait Jean-Claude qui m'en faisait voir de toutes les couleurs. Et j'avais également le père de cette famille qui avait eu un problème grave avant que j'arrive. Je n'ai jamais su ce que c'était. Et il picolait. Donc, problème d'alcool. Et de 1. Et quand il rentrait, certains jours, ça allait à peu près, d'autres jours, ça n'allait pas du tout. Il fallait qu'il tape sur tout ce qui bouge. Et comme j'avais mon problème d'énurésie, si jamais mes draps étaient mouillés le matin, c'était le soir, la nuit prochaine, garantie, c'était le lit de camp, dans le garage, dans le noir, avec les odeurs de gasoil, puisqu'il était en Solex. Et bien entendu, puis en plus, j'entendais des bruits bizarres, etc. Donc, pendant très longtemps, suite à ça, j'ai eu très peur du noir. Donc, je l'ai beaucoup travaillé aussi. Mais donc, pour vous dire qu'on peut commencer dans la vie, pas de façon très évidente, mais malgré tout, on peut s'en sortir. Voilà, c'est les messages que je veux faire passer aujourd'hui. Mais malgré tout, ces blessures de rejet, d'abandon, de trahison, parce que ma mère, j'estime qu'elle m'a trahi. Elle est partie suivre son amoureux, ok, mais moi, dans tout ça, j'existais pas en fait. Et elle venait peut-être, je ne sais pas, une fois tous les 6 mois, elle descendait à Bayonne, et encore, je la voyais très peu. Et un jour, j'ai 9 ans, et ma nourrice, elle vient me voir, elle qui était toujours très froide, qui racontait pas qu'au niveau affectif, c'était pas terrible non plus. Elle vient me voir et puis elle me prend dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et elle me dit un truc qui m'a marquée, mais qui m'a culpabilisée pendant des années. Ta maman, elle voulait venir te voir, elle a eu un accident de voiture et elle est morte. Ok. J'ai 9 ans, je l'attendais parce que pour moi, je voulais grandir suffisamment vite. Dans ma tête de petite fille, je me t'ai dit, si jamais je grandis suffisamment vite, si je lui montre que je suis autonome, elle va m'amener avec elle à Paris et elle me l'avait promis. Sauf que, il s'est passé ça.
J'apprendrai par la suite que c'est absolument pas un accident qu'elle a eu, c'est simplement qu'elle a été retrouvée morte dans son appartement, dans le 17e, donc sur Paris. Et donc, mais ça, je l'ai su beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc là, vous imaginez bien que quand on est une petite fille qui vit dans une famille où elle ne se sent pas vraiment bien, qui a des grands-parents hyper sévères, etc., une grand-mère très très avec des œillères, et ben, ce n'est pas forcément facile de se construire. Donc, j'ai appris par la suite que mon père payait la nourrice, mais apparemment, il serait décédé aussi, mais avec un point d'interrogation, parce que je sais qu'il s'appelle Pierre, mais Pierre, ce n'est pas du tout un nom connu. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est très facile à trouver. Et donc, je n'ai jamais retrouvé sa trace, en fait. Et je n'ai pas, bien sûr, son nom de famille, Mounaïr étant le nom de ma mère. Donc, par rapport à ça, eh ben, construction un petit peu difficile. Donc, il décède, il ne peut plus payer la nourrice, donc la nourrice n'est plus payée. Donc, retour à la case départ à Bayonne, chez mes grands-parents. Oups, à l'âge de 10 ans. Et là, j'y suis restée jusqu'à 17 ans. Très, très conflictuelle avec ma grand-mère, puisqu'elle avait tellement peur, mais tellement peur que je reproduise la même chose que sa fille, à savoir avoir un enfant illégitime, qu'à nouveau, comme de 0 à 3 ans, c'était « tu ne bouges pas ». Et je me baladais le week-end chez elle, enfin chez mes grands-parents, mon père, il disait rien, mon grand-père, il disait rien, bon. Et en pension à Ustaritz, donc dans le Pays Basque. Donc, je me baladais entre les deux. Donc, inutile de vous dire que vis-à-vis des copines, bah, j'en avais pas beaucoup parce que je me considérais tellement comme l'enfant de la honte que j'avais rien à raconter. J'étais enfermée tout le temps, alors que mes copines, les peu de copines que j'avais, bah, elles faisaient plein de trucs. Elles avaient plein de trucs à raconter le lundi matin et puis moi, je n'avais rien à raconter, quoi. Donc ça, c'était quand même une période un peu compliquée. Et à cette période-là, même un petit peu avant, eh ben, qu'est-ce que je faisais? J'écrivais. Bah forcément, je ne pouvais pas l'ouvrir, donc j'écrivais. J'écrivais vraiment sur un journal intime tout ce que je pouvais ressentir, tout ce qui se passait, etc. Sauf que mes journaux intimes, à 3 reprises, ont été récupérés, lus et détruits. J'aurais bien aimé savoir ce que j'écrivais à l'époque. Mais bon, peut-être que ce n'est pas important après tout. Si je ne les ai plus, maintenant j'ai fait le deuil de tout ça. J'ai fait la paix avec tout ça. Mais il m'a quand même fallu plus de 50 ans. Parce qu'il faut savoir aussi que ma grand-mère m'a inculqué énormément de croyances limitantes. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus. Hein. Pendant plusieurs années, croyez-moi que j'avais une colère envers elle. Une colère, mais grave, quoi. Et elle m'a inculqué des croyances du style le mariage, c'est une loterie. Si tu choisis mal, tant pis pour toi, tu fais avec le reste de ta vie. Ok, j'ai fait 3 divorces. Ah ouais, forcément. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Ouais, bah, j'étais toujours fauchée. Parce que forcément, j'étais déjà la mauvaise fille au départ. Si en plus, j'accepte de recevoir de l'argent, là, j'ai tout faux. Donc ça, il y a encore des petits restants, mais bon, ça va quand même beaucoup mieux. Et donc, bien entendu, sur le plan professionnel, je quitte mes grands-parents à l'âge de 17 ans, je passe mon bac parce que j'ai toujours été bonne élève, parce qu'il fallait pour moi, ça c'était une croyance hein, encore, alors bien, pas bien, j'en sais rien, il fallait impérativement que pour avoir la reconnaissance et avoir le droit d'exister, il fallait que je sois parfaite. Donc tout ce que je faisais, ça n'a pas trop changé encore, tout ce que je faisais, il fallait que ce soit nickel. S'il y a une virgule en trop ou s'il y a un truc qui n'est pas vraiment bien aligné ou ça ne va pas. Donc, il faut vraiment que ça soit parfait. Donc, je passe, je repasse sur les différents documents. Et j'ai choisi un métier d'assistante bureautique. Alors, j'ai commencé dans le public, j'ai continué dans le privé, j'ai repris mes études après la naissance de mon fils. Enfin, je vous passe les détails. Hein. Et puis après, je me suis installée en tant qu'indépendante. Dans le public, je bossais à Boulogne, comme par hasard. Ma mère était à Boulogne, ben moi j'ai été bosser à Boulogne. et je travaillais donc à la Sécu, j'étais secrétaire médicale à la Sécu. Et bien entendu, contrairement à tout ce qu'on peut croire au niveau de l'administration, ce n'est pas forcément des gens qui ont un poil dans la main et les yeux sur la pendule. Il y a d'autres genres de personnes qui sont différentes, dont moi.
bah, je vous avoue que ça m'a valu un petit peu les remontrances de mes collègues, la jalousie, parce que je trouvais le moyen de faire des heures sup, parce que c'était jamais parfait, forcément. Je trouvais le moyen de prendre les gens par la main, parce que les gens que je voyais au service médical, bah, c'était souvent des cas compliqués, des gens qui étaient un peu perdus, et moi, je les prenais par la main, puis je faisais le tour des services pour essayer de régler leurs problèmes. Sauf que quand vous bossez dans l'administration, c'est très mal vu. Il faut rester à sa place. On a une case et il ne faut surtout pas en sortir. C'est pour ça que je suis partie, parce que ça, c'était plus gérable. Puis quand je suis revenue, quand je suis passée dans le privé, ça a été un peu la même. J'arrive dans une entreprise de Cergy-Pontoise, donc à côté de chez moi, et une entreprise de nettoyage industriel. Et dans cette entreprise, je tombe sur un poste dans lequel j'assiste 7 personnes, donc ça faisait quand même un sacré boulot. Et dans ce service-là, c'était un foutoir, excusez-moi de l'expression, mais un foutoir sans nom, parce qu'au départ, il y avait une personne qui avait plus de 50 ans, qui était à ce poste depuis des années, qui était anti-informatique, et il y avait des papiers un peu partout, et les classements, je vous passe le reste. Et depuis son départ, il y avait eu une succession d'intérimaires. Donc, chacune mettait son truc, et à la finale, pour retrouver quelque chose, il fallait s'accrocher. Donc, devinez ce que je fais. Je remets tout en place, forcément. Je refais les fichiers clients, je refais tout. Je mets de l'informatique en place, je crée des documents, je mets plein de choses en place. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Je fais des heures supplémentaires, évidemment. À 20 heures, je suis toujours là, mais pas payée. Forcément, on ne peut pas y mettre l'argent. Tu ne vas pas demander une augmentation. Non. Les croyances, comment elles nous suivent, c'est impressionnant. Et à partir de là, donc j'ai continué comme ça jusqu'à ce que je me retrouve enceinte de ma fille. Et là, la vie est bien faite, le corps nous cause, hernie discale plus migraine ophtalmique, et là, tu ne peux plus bosser, l'écran, il devient bleu, là, tu es obligé d'arrêter, pas le choix. Et le médecin me dit d'ailleurs, il va falloir choisir, c'est le bébé ou c'est le boulot. Mais les deux, ça ne va pas être gérable parce que j'étais un petit peu beaucoup stressée. Vraiment un tout petit peu. Et la vie parisienne, quoi. Et pour ceux qui connaissent. Et du coup, donc j'ai écouté quand même. Je me suis posée. Et quand je me suis posée, j'ai préparé mon installation au télésecrétariat. Je me suis dit, tout ce que je fais pour les autres, je vais le faire pour moi. Voilà, j'ai quand même toujours la volonté de rebondir. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis installée en télésecrétariat. Et ça a bien fonctionné pendant plusieurs années. Et à un moment donné, ça n'allait pas non plus dans mon couple parce que voilà, un premier mari alcoolique que j'ai quitté, un deuxième pervers narcissique qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, le troisième, le père de mes enfants qui est un jaloux possessif, donc, et puis la victime parfaite, enfin voilà. Ok. Et donc, je décide de plaquer tout ça. Je prends mes enfants par la main et on redescend dans le sud-ouest parce que moi, la vie parisienne, j'en avais ras-le-bol. Je suis restée 20 ans. Et je suis redescendue donc avec mes 2 enfants en 2000. On change de siècle, on change tout. Un gros virage des 40 ans. Et à partir de là, j'ai reconstruit ma vie. Mais je n'avais pas encore cicatrisé mon enfance parce que, bien entendu, à cette époque-là, je la mettais de côté. À un moment donné, je rencontre le marketing de réseau et ça marche plutôt bien la première année avec les patchs LifeWave. Je ne sais pas si vous connaissez, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Et du coup, donc ça marche bien. Et je fais des salons du bien-être. Et je ne sais plus trop où j'en étais. J'en étais, oui, quand je fais mon salon du bien-être et je rencontre donc un magnétiseur que je connaissais bien. On est en 2009, là. Et ce magnétiseur, je lui pose la question, je lui dis, écoute, ma fille a des allergies, est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose avec les patchs? Truc tout bête. Et puis on discute, il n'y avait pas trop de monde sur le salon. Et il me dit, au bout d'un moment, écoute, avant de m'occuper de la fille, j'aimerais bien m'occuper de la mère. Je précise que je suis issue d'une famille médicale du monde traditionnel et toutes les solutions alternatives, je ne connaissais pas. Donc là, je le regarde avec des grands yeux. Je le connaissais, il me paraissait sincère, il me paraissait normal, il ne me paraissait pas un extraterrestre. Donc, je dis, OK, si tu veux. Je lui dis, je dois faire quoi?
Il me dit, bah, écoute, tu viens me voir et tu viens avec ton arbre généalogique. Oups, alors là, ça va coincer. Parce que tu auras une petite partie d'un côté, mais le reste, tu n'auras rien du tout. Il me dit, c'est pas grave, tu viens avec ce que tu as. Tu essayes d'avoir les dates de naissance, tu essayes d'avoir les métiers, tu essayes d'avoir un maximum d'infos. OK. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il me ramène à mon enfance. Oh purée, que j'avais occulté depuis. J'ai dit non, mais sérieux, tu veux vraiment me ramener là? Mais j'ai pas envie, moi. Si, justement, tu n'as pas envie, donc on va y aller. Et il me ramène à ma mère. Ça a commencé par ma mère. Aïe, 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 aïe. C'était compliqué. Et de fil en aiguille, donc je travaille avec lui, je découvre le développement personnel, je découvre Lise Bourbeau qui, elle, m'a mis un grand coup de pied aux fesses parce que son petit bouquin, petit mais costaud, les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, je pense que vous le connaissez, ça a été vraiment un détonateur. Et là, on n'est qu'en 2009. Donc, et du coup, j'ai continué à cheminer en utilisant bien sûr toujours l'outil écriture parce que moi, j'ai toujours des cahiers partout. Et en plus, lui, il me faisait écrire aussi, donc tout va bien. Et du coup, je continue comme ça sur mon développement personnel. Donc, je vire autour de moi, je vois que ça change, je vois que l'entourage se modifie. Il y a des gens qui partent naturellement, il y en a d'autres qui arrivent, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas tout au début. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que quand on n'est plus sur le même taux vibratoire, ben forcément, on n'est plus, comme on dirait, sur la même longueur d'onde. Donc, si ça fait ça, on n'est plus en accord, et ben on va s'éloigner naturellement. Mais ça, c'est un processus normal, mais que je ne voulais surtout pas entendre. Mais bon, j'étais un peu bornée, hein. Et à chaque fois, je faisais de la résistance. Comme mon chien qui allait chez le véto, je mets les 4 fers en avant pour surtout pas y aller. Et je chemine, et je chemine, et je chemine. Et j'ai une amie avec laquelle je chemine aussi. Puis un jour, elle me dit, écoute, j'ai une opportunité d'aller à Londres pour aller voir Tony Robbins, que je suivais pas mal sur YouTube. J'avais lu ses bouquins. J'avais suivi quelques-uns de ses formations, quelques-unes de ses formations. Et puis, pour moi, c'était une super opportunité. J'ai dit, OK, on y va. Alors, bien entendu, comme on ne peut pas aimer Dieu et l'argent, je t'ai fauché. Donc, ouais, forcément, vous voyez, quand les croyances, elles nous suivent comme ça, hein, c'est top. Hein. Et du coup, elle m'a prêté de l'argent que je vais rembourser par petits bouts, mais j'ai fini par tout lui rembourser quand même. Et du coup, nous voilà partis à Londres. Grande aventure. My English is not pas au top, pas au top du tout. Et c'est pas grave, on arrive à se débrouiller quand même, on sympathise même avec des gens dans le train, enfin bon, on se fait un super truc. On arrive sur le lieu du séminaire, donc il faut savoir que Tony Robbins, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il ramène, alors je ne suis pas là pour faire la promo, hein, mais parce que moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et il faut savoir qu'il regroupe des 5000 personnes. Donc ce séminaire-là, en plein cœur de Londres, dans un hôtel un petit peu surélevé avec du béton et de l'herbe en dessous. 5000 personnes, 38 nationalités. Et ce n'est pas du 9h midi et de 14h 18h, hein, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est du non-stop, il a une énergie incroyable. Et il est sur scène, et bien entendu, comme il y a 5000 personnes, ça fait du monde, même s'il se balade dans la salle, il y a des écrans géants. On est le premier jour. Donc, il alterne en fait la théorie, il nous raconte son histoire, après il nous fait partager entre nous, même si on ne se comprend pas, on se comprend quand même. C'est assez marrant quand même. Et il alterne aussi, on avait un petit book aussi sur lequel on faisait des exercices écrits. Donc, vous imaginez bien que ça m'allait bien ça. Donc, OK, je fais mes petits exercices écrits. À un moment donné, on doit être vers 17h, quelque chose comme ça. Je lève les yeux, je vois de chaque côté sur les écrans du feu en train de brûler. Et au même moment, il nous demande de travailler sur nos besoins. Oups, ah là, ça passe pas du tout. Groseille là-haut, mon ego, là, elle n'aime pas du tout, elle part en panique, mais vraiment en panique. Et donc, c'est le seul moment où je suis sortie de la salle parce que je ne pouvais pas travailler sur mes besoins, forcément. Ça faisait des années que je répondais aux besoins de tout le monde, sauf les miens, forcément. Ben oui. Parce que ma grand-mère, c'était aussi si tu penses à toi, tu es égoïste. Donc, il faut d'abord penser aux autres. Ah ben, elle m'a super bien inculqué des trucs. Hein. Mais super bien. Mais par contre, ce n'était pas terrible au niveau des résultats. Et c'est surtout anti-bonheur. Donc, du coup,
Je sors de la salle, carrément. Je vais faire un tour et je reviens. Oh, les besoins, c'était fini, c'était passé à autre chose. Youhou, on continue. Tout va bien. Puis après, moi, je dis non, mais même pas en rêve, je veux marcher sur le feu. Ça ne va pas être gérable, ça. Parce qu'en fait, le bois qui était en train de se consumer, c'était pour préparer les braises pour le soir. Parce qu'à 22 ou 23 heures, il y avait plusieurs rangées, à peu près une trentaine de rangées sur lesquelles on fait 7-8 pas pour préparer les braises à 800 degrés. Et ça, ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment réel. Donc, Groseille, elle entend le feu, elle entend besoin. Ah non, 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 ça ne va pas être gérable du tout. Donc, gros effet de panique. Bon, je reviens, on passe à autre chose. Le séminaire se poursuit impeccable. Il nous ancre bien les choses parce qu'il a lu la PNL, il a lu pas mal de choses, l'hypnose et compagnie. Et puis, arrive 22h30. Tout le monde commence à virer ses chaussures. Alors, on est au mois de mars à Londres. Il ne fait pas forcément chaud. Mais bon, les chaussures, on les laisse dans la salle. Et on part pieds nus. Touc, 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 touc. On descend les marches. Et puis, en randonnion, chacun va se positionner devant une queue, en fait. Il y avait un truc de braise comme ça. Tout le monde faisait la queue. Et devant, il y avait des personnes qui étaient déjà passées et puis qui motivaient, en fait. Donc, il y avait la super ambiance un peu chaud à l'américaine, hein, c'est clair. Mais malgré tout, il nous avait préparé quand même tout l'après-midi. Il nous avait demandé de réciter des mantras. Moi, je ne vous cache pas que les mantras, je les ai zappés. J'étais concentrée sur les personnes qui étaient en face de moi et puis qui disaient « Allez, go, 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 go !» Et puis, on y va. Par contre, attention, il ne faut pas baisser la tête. Si on baisse la tête, c'est mort. Groseille là-haut, elle comprend qu'on est sur des braises. C'est pas bon. On finit à l'hosto. Donc là, non, 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 du tout. Donc, je fais ces 7-8 pas comme ça, dans l'ambiance générale. Et après, on arrive sur de l'herbe qui est humide. Donc, même s'il reste des tout petits grains de braise, en fait, qui ne sont pas consumés, on ne se brûle pas quand même parce qu'on peut les essuyer sur l'herbe mouillée. Et une fois que ça a été fini, ah ouais, c'est tout. En fait, on a le but de ce truc-là, c'est vraiment de comprendre que marcher sur le feu, c'est comme les fakirs qui se couchent sur des grosses aiguilles, là, vous savez, les gros clous, là. C'est la même chose, ils sont pas mal. Tout simplement parce qu'on dompte nos pensées et c'est nos pensées qui vont nous amener les peurs. Et évidemment, si on baisse la tête, ça c'est sûr qu'à tous les coups, on va se brûler. Il y en a toujours une ou deux personnes qui se brûlent, donc il y a les pompiers qui sont à côté et qui interviennent au cas où, bien sûr. Et puis alors, super contente d'avoir osé faire ce truc-là. Et maintenant, c'est vrai que j'ai mon petit, il est là-haut, je vais peut-être vous le montrer quand même. Je ne l'avais pas. Parce qu'après, on a le petit certificat. Alors, comment je montre ça? Non? C'est dur avec l'écran comme ça ne marche pas. Bon, j'y arrive pas. Il faut vraiment le mettre devant toi au niveau de ton chandail. Ah. Ouais, c'est pas mieux. Assis un peu. Là, est-ce que vous le voyez? Hop. Ah, ouais. Bon, vous voyez peut-être pas tout, mais vous voyez l'essentiel en fait. Est-ce que ça va? Donc voilà, ça c'est une expérience qui est quand même mémorable. Et le but, c'est maintenant, quand on a une peur qui revient, ma cocotte, tu as peur de monter dans un avion, tu as peur de faire ci, tu as peur de faire ça, tu as été marcher sur le feu, franchement c'est pire. Hein. C'est vraiment ce leitmotiv, parce qu'après, bien sûr, il nous aide à ancrer les choses. Avec son fameux, pour ceux qui le connaissent, yes. Donc, on lève le poing comme ça et c'est ce fameux yes qui fait l'ancrage pendant les 4 jours et qui va nous aider à nous rappeler ces moments qui sont quand même intenses. Et pour la petite histoire, quand on est reparti avec mon ami, on était dans un hôtel un petit peu plus loin et on repart sur la passerelle et puis on voit une dame qui nous dit « Mais vous vous rendez compte ? Il y a des gens, ils marchent sur le feu, mais ils sont complètement fous. » Puis là, nous voilà partis d'un fou rire. Et puis on lui dit « Mais madame, on vient de le faire. » Putain, elle nous a regardés. Je revois encore sa tête, mais on était morts de rire en fait. Et à la fois heureuse de l'avoir fait. Donc ça, c'était juste la première étape, parce que ça, c'était le premier jour.
Le deuxième jour, il nous prépare au grand nettoyage. Alors là, je ne savais pas je savais pas du tout. Donc, le deuxième jour, donc ça, c'était juste le premier jour, hein, la marche sur le feu. Donc, vous imaginez bien un grand moment. À la fois, on dépasse ses peurs, à la fois, on éprouve une certaine fierté. On éprouve aussi la sensation, c'est pas si dur que ça, en fait. Il suffit juste de maîtriser nos pensées. Juste, hein. C'est pas forcément évident. Quand on est guidé, ça va. Tout seul dans son coin, je vous conseille pas de le faire quand même. Il faut vraiment être guidé pour le faire, hein. Et le lendemain, donc, il nous prépare à la troisième journée, qui est le grand nettoyage. Le grand nettoyage, de quoi il nous parle? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah ben ouais, le grand nettoyage, là pareil, hein, pas déçu du voyage. Toujours en alternant l'écriture, en alternant le fait de bouger, de chanter, de danser, un peu à la show à l'américaine, hein, mais c'est un côté quand même très sympa et très fédérateur des personnes envers elles-mêmes. Alors, j'avais jamais vraiment ressenti l'énergie. Je vous garantis que ce séminaire-là, je l'ai vraiment ressenti. Et à des niveaux high level quand même, hein. Et donc, le grand nettoyage arrive, c'était le samedi matin. Et là, il nous fait ça sous forme de visualisation, de méditation, de PNL. Enfin, il nous fait un mélange à la Tony Robbins. Et il nous fait descendre, mais descendre, 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 descendre au plus profond de nous pour aller chercher qu'est-ce qu'on va devenir si jamais on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, vous imaginez bien qu'avec mes super croyances et mon activité qui était en baisse, j'avais déjà viré tous mes maris, je me retrouvais toute seule. Ma fille, enfin mes enfants étaient partis, c'était adulte, donc là j'avais le chien avec moi, mais c'est tout. Là c'était très compliqué parce que je me voyais vraiment, j'étais en précarité, hein, vraiment en précarité. Forcément on ne peut pas aimer Dieu et l'argent, donc on n'accepte pas de gagner de l'argent. Donc on a juste le minimum pour vivre et encore on jongle avec les découverts, enfin voilà quoi. La relation à l'argent, je ne vous en parle même pas. Et du coup, de fil en aiguille, moi, je me voyais mais catastrophique, limite sous le pont d'Iéna à faire la manche, quoi. J'avais plus de maison, j'avais plus rien. Et je voulais pas que mes enfants me voient comme ça. Donc là, je suis descendue aussi bas que ça. Je dis, bon, là, ça va pas le faire. C'est pas possible, c'est pas gérable. Mais bon, il a fallu aller jusqu'à là pour vraiment calmer Groseille là-haut, qui mettait toujours le bazar, hein, forcément, avec toutes ces croyances et ces peurs que m'avait engendré ma grand-mère, les peurs du tout, enfin, etc. J'en avais vaincu quand même une grosse, qui est la marche sur le feu 2 jours avant. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait remonter, 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 remonter. Et là, il nous fait sous forme de visualisation. Alors là, ça dure quand même pas mal de temps. Combien de temps, je ne sais plus. Mais on s'imagine sur notre chaise, et puis notre chaise, elle ressemble un peu à, comment ça s'appelle, les trucs Yaoski, là, les œufs, là, les merdes, comment ça s'appelle, des sièges qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Devant, on a le futur, derrière, on a le passé, et à côté, on a ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc, tout en visualisation comme ça, et il nous fait choisir à l'intérieur de notre cabine qui est fermée, qui est vitrée, un peu comme un œuf, et il y a des étagères sur le côté. Et sur ces étagères, sur le côté, il y a des cassettes vidéo. Et ces cassettes vidéo représentent toute notre vie. Donc, il nous demande de prendre une cassette. Donc, devinez laquelle j'ai pris, la cassette de mon enfance, de ma naissance, forcément. Je prends cette cassette-là, toujours en visualisation, bien sûr. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Cette cassette-là, je la prends dans la main, j'ouvre la trappe, donc toujours en visualisation, bien sûr, j'ouvre la trappe qui est à côté de moi, donc sur le plancher de l'œuf. En dessous, il y a un camion benne avec du feu, encore du feu. Et j'allume une torche et je balance la cassette. Je balance la torche et je fais brûler tout ça. Et je referme la trappe. Donc, tous les points d'interrogation et tout ça, ça dégage. On n'en veut plus. Mais l'univers n'aime pas le vide. Donc, bien entendu, cette cassette-là, il faut la remplacer. Donc, toujours en visualisation. Qu'est-ce qui se passe? Je me réinvente une enfance heureuse avec mes 2 parents
qui sont aimants, qui sont présents, qui sont très attentionnés, qui m'apportent beaucoup d'amour et d'affection, qui répondent à tous mes besoins. Tiens, les revoilà ceux-là. Et je me réinvente tout ça. Et alors ça, je vous garantis qu'à la fin de la journée, alors j'étais lessivée, hein, j'étais vraiment épuisée, mais c'était en même temps génial. Parce que Groseille là-haut, elle a vu une autre façon de regarder les choses. Elle a vu une autre façon, une autre enfance. Vraiment, je me suis réinventé mon enfance ce jour-là. Et croyez-moi si vous voulez, mais à partir de là, ma vie a changé. Parce que le fait d'avoir revisité tout ça de façon positive, on transforme les croyances. Hein, vous connaissez tous ça ici, hein, tous et toutes, cette transformation des croyances, vous le faites vous-même à différents niveaux. Eh ben, on va se concentrer bien sûr sur ce qui va bien, sur le positif. Et à partir de là, eh ben, le chemin a continué. On rentre en France, comme par hasard, l'avion a 2 heures de retard. Mais bon, ça ne s'invente pas. On rentre en France et je retourne dans mon boulot traditionnel. Oh, vous imaginez bien, énergétiquement, c'était high level. Ici, dans mon monde traditionnel, j'avais des personnes à droite, des personnes à gauche qui étaient en conflit continuel. Et moi, j'étais au milieu. Ah, ça ne va pas le faire, ça. Hein. Ah, du tout. Deuxième burn-out, forcément. La différence, c'est comme si j'étais grimpée à la Tour Eiffel, au dernier étage de la Tour Eiffel et que je me retrouve au rez-de-chaussée. Mais d'un coup. Ah non, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et par rapport à ça, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Je suis d'abord arrêtée. Et pendant mon arrêt de travail, j'ai eu la bonne idée de commencer une formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc, j'avais déjà travaillé beaucoup avec Lise Bourbeau, hein, depuis le coup de son petit bouquin bleu, là, les blessures. J'avais continué avec elle. Et donc, avec mon amie, elle me dit, bah, tiens, si tu veux, on se partage la formation, ça va être top, machin. OK, allez, on y va, soyons fous. Formation de 18 mois. Je la commence. Oh, les premiers modules, super, on fait ça bien à la lettre, nickel, impeccable. Arrive, je vous le donne en 1000, le module des besoins. Ah, Groseille là-haut, de nouveau en panique. Je ne l'ai toujours pas fait d'ailleurs, celui-là. Et ça, c'était en 2015. Je ne l'ai toujours pas fait, c'est vrai ça. En vous le disant, je percute que je ne suis toujours pas revenue dessus. Donc là, je dis non, mais ça ne va pas être possible, ça. Et en même temps, ou peut-être la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus exactement les dates, on travaille avec mon ami, on avait l'habitude de travailler en binôme. Et on décide de faire ce fameux module, d'y revenir. Enfin, elle m'y ramène, parce que moi, Groseille n'était pas d'accord. Hein. Mais bon, je dis, allez, j'ose pas dire non, j'y vais. Je commence à prendre un stylo. Et pour la première fois de ma vie, en travaillant sur nos besoins, ma cousine m'appelle. À ce moment-là, on était le 15 juin 2015. C'était l'anniversaire de mon grand-père, le gendarme, et c'était la Sainte Germaine, le nom de ma grand-mère. Mon oncle est mort ce jour-là, donc leur fils. Elle m'annonce ça au moment où j'étais sur les besoins. Mon bras, il est resté coincé. Je ne pouvais pas le lever, je ne pouvais pas le baisser, je ne pouvais rien faire. Coincé total. Tout ça parce que j'allais regarder mes besoins. C'est quand même fou. Donc là, ça faisait 3 fois quand même. Ça fait beaucoup, quoi. Franchement, je vous invite à aller voir vos besoins. Hein. C'est juste le petit mot du jour. Hein. Et, donc, je continue à cheminer comme ça, etc. Et du coup, je négocie ma rupture conventionnelle. Je pars de l'entreprise le 8 septembre et je me terre chez moi. J'étais toute seule avec mon chien qui me regarde avec des grands yeux. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux plus ce métier d'assistante, j'en ai ras-le-bol. Je crois que j'ai fait le tour. À chaque fois, je me prends des claques. À chaque fois, il y a une personne qui met la panique. À chaque fois, il y a des blêmes, il y a des jalousies, il y a ci, il y a ça. Ça ne me convient plus, c'est bon, quoi. Et ce que je faisais depuis toujours, en fait, qui est écrire, ça a été le déclencheur. J'ai compris quand même qu'il fallait que je me pose
et que j'aille revisiter mon enfance depuis le départ et essayer de poser tout ça sur papier. Et c'est ce que j'ai fait avec Enfin libéré. Et à partir de là, bien sûr, quand je l'ai publié, au printemps 2016, c'était les 20 ans de ma fille. Alors ça, ce n'était pas prévu au programme. Joyeux anniversaire, ma chérie. Ça ne s'invente pas. Et du coup, ça a été le début de mon métier d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, je voulais vous partager ça ce soir parce que je voulais quand même vous faire passer des messages, qu'il y a plein de choses qu'on peut travailler, même avec l'écriture. Est-ce que vous aimez, vous, utiliser l'outil écriture? Quand je dis écriture, c'est la feuille et le stylo, hein, pour ancrer vraiment les choses sur la feuille blanche. Est-ce que, voilà, vous avez le droit d'intervenir hein, aussi. Hein. Qui c'est qui a envie d'intervenir par rapport à ça? Non? Oui, moi. Oui? J'ai commencé à écrire depuis que je suis tombée enceinte. Ah, d'accord. Avant, je parlais peu et j'écrivais peu parce que c'est un peu comme toi, de 0 à 7 ans, je n'avais pas une vie sociale non plus. Voilà. Décidément. Ouais. Et les peurs de ma mère, voilà, c'est tout. Ça me parle comme ça. Et j'ai commencé à écrire, donc j'ai beaucoup. Actuellement, j'écris plus encore. Et j'ai comme ça déjà de feuilles, voilà. Mais c'est des choses qui, voilà, dans la journée, comment je me sens, des trucs comme ça. Donc, Sous ça me forme de jeu. parle. Voilà, pour moi, c'est plus facile d'écrire, voilà. D'accord. Moi, je comprends bien. Je comprends Oui. bien. Ouais, voilà. Mais bon, ça s'apprend après de parler en public. Bah, toi, tu parles en public aussi maintenant. Donc, le fait qu'on soit sur Adam Conscience, déjà, Oui, on est voilà. obligé aussi de passer par l'outil parole. Donc, c'est vrai que c'est un long cheminement Voilà. d'acceptation, de travail sur ses peurs, de travail sur plein de choses. Donc, toi, c'est plus sous forme de journal intime où tu vas confier tes Oui, émotions. Voilà. oui. Et les autres, il y en a qui utilisent aussi l'outil écriture? Non? Michel, non, apparemment. Farida? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Très intéressant, hein. Très beau Merci. parcours hein. Et très belle sortie aussi. Très Merci. belle sortie. Moi, j'utilise énormément le stylo et le papier. D'accord. Partout, tout le temps. C'est un pense-bête déjà et une libération pour moi en même temps. Quand j'écris, ça fait de la place dans le cerveau. Et je ne conçois pas ne pas écrire. C'est quelque chose qui fonctionne avec moi, quoi. Donc, je peux comprendre que écrire des livres, etc., c'est une libération aussi. C'est un super antidépresseur. Ça a été mon meilleur antidépresseur. Je pense que c'est une thérapie. Hein. Oui. Ah oui. C'est une thérapie. Hein. Et moi, c'est vrai que l'écriture, j'adore. J'adore et je ne comprends pas les gens qui n'écrivent pas. C'est un truc que je ne comprends pas. Chacun ses outils. Il y en a qui vont utiliser la danse, il y en a qui vont utiliser la peinture ou autre chose. Chacun ses outils, ça se respecte. Ouais, après, moi, oui, c'est vrai que l'écriture, c'est pour ça que j'ai trouvé le terme écrit-thérapeute, parce que je ne savais pas comment allier, en fait, l'accompagnement à écrire des livres et le côté thérapeutique pour travailler sur ses émotions. Donc, c'est le terme qui m'est venu. Oui, et puis qui englobe le tout, en fait. C'est plus facile d'écrire ses émotions que, on va dire, que de les dire. Ça dépend. Maintenant, j'arrive à faire les deux. Ah ouais. Maintenant, quand ça ne va pas, je vais droit au but. Hein. Bon, des fois, ça ne plaît pas, mais tant pis. Au moins, c'est dit. Mais ça, c'est un beau travail. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ah, mais ça a été un long cheminement. Hein. Il m'a fallu attendre 54 ans avant de comprendre ça. J'en ai 61 aujourd'hui quand même. Je suis un peu diesel quand même, hein. Sérieux. Hein. Non. Mieux vaut tard que jamais. Apporter des raccourcis. Mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. D'autres personnes qui ont envie de s'exprimer? Non? Si. Oui. Il y en a un. Ah, allez. À moins qu'il y ait quelqu'un qui levait le bras avant moi, là. Non, mais je ne te voyais pas, en fait. Ah, ben voilà. Et en plus, tu t'appelles Pierre. Tu es le seul homme et tu t'appelles Pierre. C'est excellent. Tu vois, comme quoi.
Ah là là, on est parfois solide comme un roc, mais le roc s'effrite, Ah, comme diraient les dommage. Belges. Mais non, savoir au niveau de, quand tu parles d'identifier, d'écrire ses besoins, c'est un petit peu ça là-dessus. Moi, c'est comment arriver à faire le tri dans les besoins et véritablement identifier que ce sont tes besoins ou que tu crois que ce sont tes besoins parce que ça fait partie des croyances qu'on t'a inculquées là-dessus. Ben, ça va être d'écrire, j'ai envie de dire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. J'ai envie de dire, tu peux partir sur plusieurs axes pour ça. Tu peux partir sur le journal des émotions. Je ne sais pas si ça parle à des gens. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur le journal des émotions. Et Janine, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le journal des émotions, en fait, on va prendre un cahier qui est réservé à ça. Et on va se poser à différents moments, particulièrement quand il y a un événement qui survient. On va se poser. Et alors, on éteint tout, Facebook, le téléphone, voilà, etc. On se met au calme. On peut se mettre une petite musique d'ambiance, une bougie, enfin voilà, on peut se faire son petit rituel, vraiment bien-être, bien ancré. Et on va commencer par, alors maintenant, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé comme événement? Donc, on peut raconter l'événement. Et ensuite, on va noter un maximum de détails un maximum de détails des mots de notre corps, des mots MAUX de notre corps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le cœur qui palpite? Est-ce que j'ai la respiration qui s'accélère? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon corps, mais vraiment en étant à l'écoute de soi-même? Et ça, c'est vraiment important. Lise Bourbeau, c'est écoute ton corps en même temps. Ça, j'ai découvert parce qu'il fallait surtout pas avec ma grand-mère. Donc, ben ouais. Pour moi, ça faisait à chaque fois, ça faisait ça, quoi. Et déjà, à force de faire ça, on va le faire plusieurs fois d'affilée, plusieurs jours d'affilée, à plusieurs reprises dans la journée. Même s'il ne se passe rien, on peut décider le soir, par exemple, de se poser, de dire alors, comment était ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que je me sens par rapport à ma journée? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que j'ai envie d'embrasser la terre entière? Qu'est-ce qui se passe? Et comment est mon corps? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est serein? Est-ce que j'ai au contraire beaucoup de tsunamis à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Et on va écrire tout ça. Et au fil du temps, quand on va relire nos écrits après, au bout de quelques jours, on va voir effectivement, ça va nous sauter aux yeux, les besoins qui ne sont pas satisfaits. Si on a, par exemple, des émotions négatives, on va mettre en face quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Ça, j'ai eu du mal à le faire, je vous garantis. Mais maintenant, j'y arrive. Est-ce que c'est mon besoin de sécurité? Est-ce que c'est mon besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est mon besoin d'amour? Et comment on peut le voir? On le ressent. C'est vraiment en allant en introspection et en écoutant vraiment nos intuitions. Ça c'est pareil, j'ai appris. Parce qu'il ne fallait surtout pas s'écouter avec ma grand-mère. Surtout pas, sinon tu es égoïste. Donc là, ça ne le fait pas. Donc c'est vraiment, et moi, il a fallu que je change tout ça au fur et à mesure. Ça n'a pas été simple. Et avec, depuis Tony Robbins, donc c'est des exercices qu'il nous a donnés et que je vous transmets ce soir parce que ça me paraît important. Et donc, il y a cette méthode-là avec le journal des émotions. Il y a aussi les pages du matin. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent les pages du matin. Ça, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur qui l'a donné. Les pages du matin, en fait, c'est génial. Vous mettez un calepin sur votre table de nuit parce qu'il faut le faire avant de mettre un pied par terre. Parce qu'à partir du moment où vous mettez un pied par terre, groseille là-haut, ça y est, elle démarre sa journée. Il faut que je fasse ci, il faut que j'appelle ça, il faut que je mette une machine à tourner, il faut que j'aille chercher le gamin à l'école. Vous connaissez ça, le hamster qui tourne dans sa roue là. Donc, à partir du moment où on le fait, on est encore en état entre le sommeil et l'éveil. Bon, il faut mettre son réveil un petit peu plus tôt. Sinon, il faut prendre même un petit peu de temps. Et lui demande de faire 3 pages. Alors, vous n'êtes pas obligé. Je vois vos têtes là, 3 pages. Non, vous n'êtes pas obligé de faire 3 pages. Mais déjà, si vous en faites une chaque matin, eh ben, c'est sympa parce que vous allez noter tout ce qui vient. Alors, ça peut être une problématique qui vous a travaillé toute la nuit. Ça peut être des idées qui vous sont venues. Ça peut être vos guides qui vous ont envoyé des messages aussi pendant la nuit.
Ça peut être plein de choses. Ça peut être un rêve que vous allez raconter. Et à travers ça, on va pouvoir, en allant fouiner un petit peu, on va pouvoir aller détecter un petit peu qu'est-ce qui ressort et à mettre les besoins en parallèle à chaque fois. Ça, c'est un réflexe que j'ai commencé à acquérir après Tony. Parce qu'avant, il ne fallait pas m'en parler. Hein. Et encore, même pas, plus que ça. Il a fallu attendre 2016. Ouais, après la sortie du premier livre. Ouais. Parce que même en 2015, c'était pas encore ça. J'étais encore en pleine écriture, donc je revivais les émotions. Enfin voilà, vous imaginez bien que le truc. Et j'avais occulté en plus énormément de choses, comme quoi le cerveau est très bien fait. Et l'inconscient, il avait vraiment verrouillé beaucoup de choses. J'avais occulté énormément de choses. Et quand je les ai écrites, eh ben, c'est revenu en mémoire. Et j'ai même pu donner des détails de certaines scènes qui sont revenues en mémoire. Et pourtant, croyez-moi, il y en a qui sont vraiment hard de chez hard. Ça a été compliqué. Donc voilà, pour répondre à ta question, alors est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Ben ouais, c'est surtout après, si tu veux arriver à... tu as pas mal avancé sur ma question, effectivement. Moi, je vois la chose un petit peu pour arriver à savoir exactement, tu sais, ça correspond à tel besoin, ça correspond à ça correspond à ça. Il y en a certains, je vois, mais d'autres, je ne sais pas comment arriver à le saisir, à le comprendre, tu vois. Ça va être de décortiquer tes écrits, en fait. Et alors, tu peux aussi faire, je ne sais pas si vous connaissez le mind mapping. Tu pars d'une problématique. En fait, le mind mapping, c'est voilà, c'est un peu ça. Hop. Ah putain, j'arrive pas à aller. Voilà. C'est un peu ça. Bon, là, celui-là, il est fait vite fait, bien fait. C'est-à-dire qu'on va mettre au centre de la feuille, on va mettre un mot-clé. Et après, on va faire des rayons du soleil. Et sur chaque rayon du soleil, on va mettre une idée. Et sur chaque idée, on va mettre ce qui vient. Par exemple, si je mets au centre, je vais écrire mes besoins. Quels sont mes besoins? Déjà, mes besoins vitaux, ça va être quoi? D'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger dans le frigo, de pouvoir me laver, de pouvoir dormir, de pouvoir m'habiller. Ça, c'est des besoins basiques. Déjà, à partir du moment, ceux-là, tu vas pouvoir les identifier, si tu les as déjà. Après, tu vas passer un petit peu au-dessus. Est-ce que j'ai besoin d'être reconnue pour ce que je fais? J'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on comprenne vraiment ce que je fais, quoi, qu'on me porte de l'attention, c'est besoin de reconnaissance, c'est ça. Et tu vas crescendo comme ça. Alors, tu peux t'appuyer sur la pyramide de Maslow, hein, qui est, ça, tu vas la trouver sur Internet. Tu peux t'appuyer là-dessus et mettre en parallèle ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et ce que tu n'as pas, ça va être de travailler dessus. Comment je fais pour répondre à ce besoin? C'est là où Groseille, elle a mis la panique. Elle a paniqué sérieux. Est-ce que c'est plus clair? C'est beaucoup plus clair, merci. Ouais. D'autres questions par rapport à ça? Ouais, moi je voudrais intervenir, si tu permets, sur la Oui, bien pyramide sûr. de Maslow, parce que moi j'ai eu une histoire avec cette pyramide. Ah. C'était en 2000, j'étais coiffeuse et en formation de coiffure, on nous avait sorti cette pyramide. Et à l'époque, je venais d'arriver, donc je ne vivais pas chez moi. J'étais hébergée chez mon amie Christelle qui est là. Je ne pouvais pas, donc je me nourrissais pas toute seule. Financièrement, j'arrivais pas à m'assumer et j'ai perdu connaissance en regardant cette pyramide. Oups. Donc moi, ce que je peux dire sur cette pyramide, c'est qu'elle est ultra dangereuse. Voilà, personnellement, de ce que moi j'en ai ressorti. Pourquoi? Parce que le souci aujourd'hui, c'est que on nous met encore dans des cases. On est tous différents. Et les besoins que j'ai hier, que j'avais hier, que j'ai aujourd'hui, que j'aurai demain ne seront peut-être pas les mêmes. Et les besoins qu'a notre société ne sont pas forcément nos propres besoins. De dire qu'on a besoin d'un toit sur la tête, ça veut dire que si tu n'as pas quelque chose à toi, tu n'es rien. Quand tu regardes la pyramide de Maslow, moi je n'avais pratiquement rien de ce qui était écrit et j'ai perdu connaissance. Je suis tombée de ma chaise et on a dû me réanimer. Et c'est qu'après, quand j'en ai parlé avec un des formateurs qui était assez éveillé, qui m'a dit qu'en fait, c'était parce que comme j'étais hypersensible, inconsciemment,
j'ai reçu que je n'étais rien. Et Ouais. c'est pour ça que le coût des besoins, moi personnellement, je dirais, voilà, le premier besoin, c'est de s'aimer. C'est vrai. Et le deuxième, c'est de vivre en étant épanoui. Après le reste, chaque personne est différente. En tout cas, c'est ma vision des choses, de ce que j'en ai vécu. Oui, j'entends très bien ce que tu dis, Karine, hein, tout à fait. Peut-être que c'était trop violent, justement, et que c'était trop catégorisé. C'est très Parce ultra qu'après, ouais, violent. C'est-à-dire, ouais. on nous a montré la pyramide, on a dit, voilà, si vous n'avez pas ça, 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 vous n'avez pas réussi votre vie. Moi, j'avais 28 ans et je me prends ça en pleine poire. Non, c'est pas OK. Ouais. En même temps, moi, j'ai vécu comme ça avec ma grand-mère. Ça a été ça tout le temps, en fait. Il fallait vraiment respecter ça. Sauf que la case affection, s'aimer, il fallait surtout pas. Il fallait d'abord aimer les autres pour s'aimer soi-même. Non, c'était égoïste. Il fallait pas. C'est pour ça que je trouve que c'est pas OK cette pyramide, parce que on veut sortir des conditionnements de nos ancêtres, parce qu'ils étaient dans cette croyance-là, mais on nous met dans d'autres conditionnements. Et pour moi, cette pyramide est un conditionnement. Mais il faut pas C'est oublier ma une chose, façon de c'est voir les que choses, hein, mais il faut pas oublier une chose, c'est que la pyramide de Maslow a été faite un environnement, je vais y arriver, euh, très d'une société assez capitaliste quand même. Donc, une fois que tu as ta base là-dessus, où tu as un toit, on ne te dit pas que c'est le tien ou que tu vis chez quelqu'un d'autre. Tu as juste un toit. Tu n'es pas sous les ponts, tu n'es pas truc. Mais à la rigueur, même quand tu dors dehors, ben, tu as le toit du ciel, quoi. Tu as le, le toit, le toit étoilé. Mais d'un autre côté, là-dessus, c'est donc être à l'abri des événements extérieurs, un endroit où tu peux te reposer, où tu peux être au calme. Mais après, au fur et à mesure que tu montes, ça correspond tout à fait à ce qu'on t'annonce dans la société. Tu as un toit, tu fais ton argent, tu fais ton site, tu fais là, et après, au final, tu vas être tranquille. Donc, ça fait partie du conditionnement là-dessus que, excusez-moi pour certains qui l'État profond nous a, dans leur forme de capitalisme ou de communisme là-dessus, ont toujours amené. Que ce soit Maslow côté capitalisme ou côté communisme, c'est la même chose. Mais en fait, si on regarde et si au lieu d'être en pyramide avec l'homme au-dessus, ben on a l'ensemble de la société, l'ensemble de la nature, l'ensemble de la vie qui est une boule de synergie, ben là, on voit des choses différemment là-dessus. c'est Tout pour à ça que fait. je trouve que pour moi, c'est obsolète. Après, voilà, ça peut être une base de réflexion, mais peut-être si on s'y retrouve pas, il faut pas insister plus que ça non plus. Je pense qu'il faut toujours revenir en fait à soi et à vraiment à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui résonne. Ça résonne, c'est OK. Ça résonne pas, je prends pas. Je Ouais. pense qu'il faut arriver à cette souplesse en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois un petit peu ça comme ça. Effectivement, la pyramide de Maslow, c'est quand même très rigide, c'est quand même encore un coup. On nous met dans des cases, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, quand tu disais, Pierre Martin, un toit, même si c'est un toit étoilé, moi je dirais qu'au lieu de voir si tu as un toit, regarde si tu es dans ton soi. Parce que le but, c'est Tu es dans ton toit. d'être partout chez soi. Voilà. Comme dirait l'autre, toi, mon toit. Et oui. Et c'est ce qu'on nous demande particulièrement pour 2022. Tout à fait. Merci. Quelqu'un d'autre a envie d'intervenir? Qui c'est qui utilise l'écriture? Qui c'est que ça branche là les pages du matin? Parce que ça, c'est vraiment sympa à faire pendant 21 jours. Et quand on relit, on s'aperçoit qu'il y a toujours les mêmes problématiques qui vont revenir. Je l'ai fait à plusieurs reprises et à chaque fois, j'avais les problèmes de dos qui revenaient où j'allais travailler en mode escargot puisque j'ai quand même 3 hernies discales et de temps en temps, pouf, ça bloquait. Et quand j'ai travaillé après en décodage biologique, j'ai bien compris que le dos, c'est pas innocent non plus. On en a beaucoup sur le dos et 3 hernies aussi quand même. Quand ça te tire dans le dos là-dessus, ce que j'ai pu apprendre, c'est aussi la difficulté à abandonner ton passé. C'est ton passé qui vient te retirer, qui vient te tirer en arrière par rapport à l'avancée que tu es en train de faire. Ouais. Tout à fait. C'est quand j'ai compris ça, je pensais que c'était j'avais pendant longtemps une douleur chronique là-dessus,
spondylarthrite ankylosante. Oui. Puis après, ça s'est calmé. Et ça te bloque une jambe et puis avec l'autre, tu te balades en crabe. Hein. Et bon, chaque fois le matin, parfois je me levais, j'avais mal. Puis quand l'amie, elle me dit, non, mais ça, c'est simplement que tu es en train de finaliser, tu es en plein divorce, tu es la vente de la maison, un truc comme ça, c'est des choses sur lesquelles tu as beaucoup de retenue là-dessus. Tu as du mal à avancer ça parce que tu as ce que tu as vécu, tu as ta sécurité qui était en train de t'abandonner là-dessus, tu es en train de vouloir laisser. Donc derrière, tu as quelque chose qui te tire. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai plus mal au dos depuis. Et oui. Par Et contre, oui. j'avance. Du moment où j'ai compris, ben, l'environnement s'est mis à aller beaucoup plus vite dans la réalisation de la séparation et du divorce. Comme par hasard. C'est complètement malade. Et là, j'ai un peu je peux dire, pour l'instant, j'ai les réponses à mes offres pour du Sorin là-dessus qui sont un peu en attente, et parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire actuellement pour me permettre d'avancer, pour pouvoir régler ça. Et puis, pouf, une fois que ça va être dégagé, que ça va être réglé, je sais que ça va être le raz-de-marée derrière, mais un bon raz-de-marée. Après, l'écriture au quotidien, j'ai envie de dire, c'est de se consacrer même quelques minutes par jour. Mais ce qui va être intéressant, ça va être dans la durée. Et qu'on a envie d'écrire un livre ou qu'on ait envie d'utiliser l'écriture sur son côté thérapeutique en tenant soit le journal des émotions, soit les pages du matin, soit le journal intime, enfin peu importe le cahier en question ou se faire son petit rituel, l'important c'est vraiment la régularité. Et même si on n'a pas beaucoup de temps dans un emploi du temps chargé, c'est facile souvent de consacrer du temps à l'écriture. Quand je vivais sur Paris et que j'habitais en banlieue et je bossais sur Paris, j'écrivais ou je lisais dans le métro ou dans le train de banlieue. Voilà, je perdais jamais mon temps en fait. Bon, ça c'est en moi aussi, hein, c'est toujours la course à la course au temps. Tu m'excuses, qu'est-ce que c'est que perdre son temps? Parce que si tu fais rien à ce moment-là, qui t'empêche de profiter du moment présent, de regarder les autres, d'observer, de profiter des cadeaux, voire parfois même mal emballés, que la vie t'offre à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi. C'est aussi toi. un enrichissement. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Pendant très longtemps, c'était interdit, ça. Merci, mamie. Elle est encore là. Tu devrais faire la paix avec ta grand-mère. Attends, j'ai fait un stage de EFT pendant 2 jours. Et c'est la formatrice, donc, elle m'a demandé à un moment, la pauvre, j'avais honte, elle m'a demandé d'exprimer ce que je ressentais en imaginant qu'elle était ma grand-mère. Oh, ça a été chaud. Elle a dû être contente, la formatrice. Je la voyais faire ça aux autres, là. Mais non, laissez-la. Mais je l'ai insultée, mais je ne sais même plus ce que je lui ai dit. La pauvre. Après, je me suis excusée. Hein, mais... Est-ce qu'elle t'a demandé pardon quand elle est partie? Une fois que j'ai réussi à rentrer en contact avec elle, oui. Mais c'est pas si vieux. Hein. Et est-ce que toi, tu t'es demandé pardon? Oui. Maintenant, oui. J'allais te demander, ouais. Ouais, maintenant, oui. Ça y est, maintenant, je suis en paix avec elle. Je suis consciente que c'est ton âme qui a choisi ta grand-mère. Oui. Tout à fait. Et qu'elle a agi de son mieux pour me protéger. Elle m'a sûrement aimée à sa façon. Elle a joué son rôle parfaitement. Ce pourquoi tu l'as embauchée, elle a super bien joué. Elle a bien fait le script que tu lui as donné. Voilà. Eh ben, on va lui donner une augmentation. Tu fais la belle et lumineuse femme que tu es aujourd'hui. Ouais, mais alors bonjour le parcours. Mais bon, après, il y a des parcours vachement plus durs. Oui, c'est grâce à elle. Aujourd'hui, je la remercie. Tout à fait, je la remercie aujourd'hui. Sans ce parcours, tu ne serais pas là. C'est clair, c'est clair. Et puis, tu n'aurais pas le recul à ce moment-là sur toutes ces épreuves-là, tous ces événements.
et ça t'aurait pas permis de réfléchir justement au niveau de la Exactement. vie en général, et même ça t'aurait pas permis de pouvoir marcher sur les braises ardentes C'est là-dessus. clair, c'est clair. Tu aurais eu un autre parcours peut-être très conformiste, mais c'était pas ça que tu étais venu incarner. Ouais, mais finalement, j'aime bien mon parcours, en fait. Parce qu'aujourd'hui, hein, mais ouais, avec tout le Ouais. recul, hein, parce qu'au début, pas vraiment. Mais Mais parce que maintenant, tu es capable d'en parler et de comprendre d'autres qui ont c'est ça. vécu certaines choses et de pouvoir leur apporter une réponse à leurs Tout à besoins fait. là-dessus qui sont pas. Tout à fait. C'est là où je kiffe mon métier. C'est là où j'adore mon métier parce que justement, c'est jamais pareil. Et les personnes que j'accompagne, donc il y en a une ici, c'est Janine, et ben, on travaille beaucoup sur les émotions aussi à travers son livre parce que moi, à côté d'elle, mon histoire, c'est de la pépette. Hein. Elle a vécu des choses beaucoup plus difficiles. Donc, voilà. Je dis juste ça. Par contre, Chacun je porte sa croix, après, c'est à chacun de transcender sa croix. C'est C'est juste ça. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais une question par rapport au feu, parce que je n'ai jamais fait ça. Ouais. Quand tu es arrivé sur l'herbe, les pieds mouillés, là, est-ce que tu avais une sensation de chaleur, quelque chose? Ah oui, Que j'ai tu oublié avais d'en envie de parler. sortir du Alors, feu? merci Qu'est-ce que tu as Karine. senti? Parce que moi, ça m'intrigue. Alors, j'ai oublié d'en parler, donc merci de rebondir là-dessus. Quand je suis rentrée, pendant une semaine, mais vraiment une semaine, je ne tenais pas en place. J'avais vraiment l'impression de brûler de l'intérieur. Alors, j'ai compris, bien sûr, que ce n'était pas le fait d'avoir marché sur le feu et la chaleur qui était à l'intérieur. C'était simplement que c'était des mémoires qui brûlaient pour mieux s'éliminer. Parce que j'ai quand même fait fort, quoi. En réinventant mon enfance, j'ai tout shooté d'un coup. Donc, effectivement, ça faisait peut-être beaucoup pour Groseille. Elle a pris cher, là. Elle a été un peu dans la machine à laver version essorage. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais après, une sensation de… C'est trop facile, en fait. Ah bon, c'est tout, c'est fini, quoi. C'est que ça. C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, je crois, quand je suis arrivée sur l'herbe. Je peux refaire? Bon, on tourne et on repart dans l'autre sens. Et c'est marrant parce que tous les gens Combien de autour… mètres le chemin? Oh, tu fais à peu près 7-8 pas, quoi. Ouais, à peu près 7-8 pas. Donc, combien de mètres? Je ne suis pas douée à ce jeu-là. Moi, les 7-8 chiffres… mètres. Voilà, merci. Ah ben oui, puisqu'un pas, c'est 1 mètre. Merci. Autant j'aime écrire, autant les chiffres, c'est pas mon truc. Mais bon, personne n'est parfait. Hein. On a chacun, c'est une autre poésie, les chiffres. Ouais, c'est ça. Petite question sur le nettoyage de ton passé niveau enfance que tu as brûlé. Ça a bien fonctionné pour le restant Ah ouais. Ça a vraiment, vraiment fonctionné? Ah oui. Oui, parce que ça a été vraiment le début de ma vie d'aujourd'hui, en fait. Et ça m'a amené à travailler. Alors, ce n'était pas fini, hein, bien sûr, hein, sans embraser le truc, mais après, il a fallu aussi aller chercher les croyances, aller chercher les peurs qui sont remontées, aller chercher pas mal de choses. Donc, le chemin n'est pas fini. Ce n'est pas parce que tu marches sur le feu que c'est stop, tout est nickel. Ah non, ça serait trop bien. Non, non, il faut continuer. Tu as écrit ton livre combien de temps après cette marche sur le feu? 6 mois. Parce que le temps c'est le début de la créativité, donc c'est intéressant. Ouais, 6 mois et j'ai mis 4 mois pour l'écrire. C'est-à-dire tu as transmuté ce qui devait l'être, mais ça a réveillé ta créativité profonde. Tout à fait. Puis après, j'en ai fait 4 autres derrière, du coup. Puis j'en ai encore plein d'idées. Ça, c'est pas… Là, la créativité, elle est au summum. Du coup, ça, effectivement, parce que je me suis octroyé ce jour-là, tu as enfin le droit d'exister. C'est vraiment ça. Quand tu as marché sur le feu, tu as dit ça? Ouais. C'est ça? Ouais. Tu as enfin le droit d'exister. Quand même, 50 balais, quoi, 54. C'est long. Non, mais c'est beau parce qu'il y en a C'est l'apprentissage et l'adolescence. Qui se l'autorisent jamais. Donc, oui, il n'y a pas d'âge. Hein. Non, il n'y a pas d'âge, c'est sûr. C'est ce que je dis aux autres. Hein. Mais c'est beau. Mais pour soi, c'est plus facile de dire aux autres. Tu as fait ce déplacement pour exister. Tu te rends compte? C'est ça, ouais, c'est ça. Tu te rends compte? Ouais.
Et maintenant, j'accompagne les gens à faire la même chose, en fait. Ah, Je c'est ne pas forcément aller formidable. marcher sur le feu, parce que moi, je ne suis pas capable de faire ce que fait Tony, attention, hein. Parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment non plus, hein. Mais franchement, si vous avez l'occasion de faire ça, mais c'est trop génial, parce qu'après, a posteriori, hein, sur le moment, ce n'est pas forcément évident. Mais franchement, c'est une belle aventure parce que on dépasse ses peurs, quoi. On va vraiment au-delà de ses peurs et on comprend que nos pensées sont créatrices de notre vie. Oui, ouais. Parce que de nos pensées vont découler forcément nos émotions. Si on a des belles pensées, on va avoir des émotions positives. Si on a des émotions positives, on va pouvoir être, comme tu dis, Karine, dans la créativité, dans l'action, etc., pour avoir des résultats qui sont sympas. Mais si on a des pensées qui sont négatives, bah forcément, on ne va pas être en joie, hein. Donc, on va entretenir la colère, la tristesse et tout ce qui va bien, qui nous tire vers le bas. Et puis, au niveau action, c'est 0 et au niveau résultat, c'est double 0. Donc, Super, merci beaucoup Marie-Pierre pour cette belle conférence. Moi, je l'ai Merci. trouvée très très riche, Oui. vraiment. Et alors, s'il y en a qui veulent intervenir pour dire un petit mot, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Vous pouvez aussi mettre des cœurs comme Michel, super joli. Moi, merci. j'adore tous ces, voilà, tous ces petits, ces émoticônes qui vibrent l'amour. Et vous pouvez aussi, s'il vous plaît, mettre des commentaires sous les publications des groupes Facebook de Rennes en Conscience et de RAID aussi, parce que ça va donner envie aux gens de venir écouter nos super conférenciers. Parce que ce sont des grands moments d'éveil. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti ce soir. Moi, j'ai appris plein de choses. Je trouve ça Oui. très intéressant. Puis Marie-Pierre, du coup, on te voit différemment. D'accord. Et ça, c'est chouette parce que qui n'a pas envie de travailler avec quelqu'un d'authentique en fait, hein. C'est ce qu'on recherche tous, l'authenticité, le naturel et qu'on laisse tomber tous les apparats. C'est ça. Ça, c'était avant. Il y a un truc que je voulais vous partager aussi. On ne m'arrête plus, hein. J'ai encore un peu de temps, Karine, ou pas? Il te reste 2-3 minutes. Oups. Je voulais vous parler quand même de la lettre libératrice. Janine, tu pourrais peut-être en dire 2 mots si tu as envie. Tu n'es pas obligée, mais si tu veux. Les lettres libératrices, j'en ai fait énormément et vous imaginez bien qu'avec ma grand-mère, à un moment, je me suis même relevée, il était 23h30 ou quelque chose comme ça. J'ai pris des feuilles au format 21, pas 21-29-7 au-dessus, 24-32, oui c'est ça. En 24-32, recto verso, j'en ai fait 8 pages. Tellement j'avais de colère envers elle. Donc, il m'a fallu… Et puis après, ça a été super somnifère par contre. Et donc voilà, la lettre libératrice, c'est quand même un truc que vous pouvez faire aussi quand il y a des émotions qui sont trop fortes. Alors là, c'est pas du tout le concours littéraire, on oublie, hein. C'est pas un bouquin qu'on va publier, hein, vraiment pas. C'est qu'on va lâcher tout ce qu'on a sur le cœur, comme si la personne était en face de nous. Alors on a le droit des noms d'oiseaux, on a le droit de critiquer, on a le droit d'injurier, on a le droit de dire tout ce qu'on a sur le cœur, qui nous pèse. Et à partir du moment où le stylo s'arrête enfin, prévoyez 2 stylos si le premier tombe en panne, et plusieurs feuilles. Ça, c'est petit conseil. Et donc, vous vous mettez en condition, bien sûr, bien ancré, avec la petite bougie, bien au calme. On éteint le téléphone, on éteint Facebook, on éteint tout ça. Et on se met vraiment en introspection et on y va. Une fois que le stylo s'arrête, on déchire la feuille, on ne relit surtout pas et ensuite, on va la brûler en nous remerciant déjà d'avoir osé évacuer tout ça. Et le fait, encore une fois, le feu, Karine, hein, et le feu va purifier tout ça et vous amener beaucoup plus de légèreté. Et ça, je confirme parce que j'en ai fait un sacré stock. Et je conseille souvent ça à mes clients parce que ça marche vraiment bien. Ça me rappelle un des rites autochtones. Ah ouais? Atikamekw. Il y a le feu, déjà, il y a la purification avec la sauge blanche. Oui. Et d'un autre côté, on va prendre du tabac dans une main et on va mettre ce qu'on va abandonner, ce qu'on veut laisser, ce qu'on veut qui nous quitte. Et on va le transférer dans le tabac et le tabac, on va le projeter dans le feu. D'accord. Et on va faire la même chose avec les souhaits, avec ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut vivre. Et on va l'envoyer aussi dans le feu. Et avec la fumée, pour eux, ça va directement monter au niveau du grand esprit. Et c'est pour justement la chose. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, tout à fait. Ça fonctionne très, très bien. Merci beaucoup, Pierre, de ton intervention. Il y en a d'autres qui veulent dire quelque chose?
Non. Alors, je voudrais juste faire une petite annonce. Karine, est-ce que tu me le permets? Vas-y. Virginie, qui est ici présente, bonjour Virginie, est à l'origine de séminaires en Corse. Et donc, on va vous proposer, donc il y a une conférence qui va le présenter avec Sandrine d'ailleurs qui est là, le 10 avril. On va le présenter donc sur un webinaire. Si je veux bien que tu mettes dans le chat, Virginie, le lien, s'il te plaît. Et donc, on sera en Corse du 28 mai au 4 juin. Et je vous accompagnerai donc pour soit écrire votre livre ou soit sur le côté thérapeutique de l'écriture, mais on fera un mélange des deux. Donc, si vous avez un projet d'écriture, si vous avez envie de vous octroyer des vacances et d'allier l'écriture, eh ben, ça sera le moment puisque Virginie organise tout ça. Et elle m'a demandé si je voulais intervenir, donc ça avec grand plaisir. Voilà, c'était juste. Petite question, à quel endroit en Corse? À côté de Porto Vecchio, c'est ça. Pinarel. C'est un super coin. La Anse de Pinarel. C'est un super coin. Ah oui, oui, c'est magnifique. Je confirme. Donc, on parlera de tout ça le 10 avril. Donc, Virginie vous a mis le lien à 17h, c'est ça, 17h, je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Je vais le mettre. 17h, heure de France? Oui, heure de France, oui. Ah oui, parce qu'on a des nous, on ne peut pas bouger, nous. Donc, on est bloqués, nous, ici. On est prisonniers au Québec. C'est ballot. Ben, on ne peut pas prendre de vol si on n'est pas picousé. On ne peut pas… Voilà, donc… Et le bateau? Même le bateau, tu ne peux pas sortir du tout, ni du Canada, ni même par… Enfin, tu peux sortir, mais tu ne peux pas rentrer. Et pour les résidents permanents, s'ils n'ont pas de passe et qu'ils veulent sortir, il faut qu'ils fassent une lettre comme quoi ils renoncent à la résidence permanente. Je vais devoir arrêter l'enregistrement. Je vous remercie beaucoup pour cette belle conférence. Merci beaucoup à Marie-Pierre. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. Magnifique. Merci à vous. Merci. Merci bien. Et